Dernier jour ouvrable de la semaine, dernier numéro du journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Le marché alimentaire, un créneau porteur en Afrique subsaharienne, il va générer 300 milliards de dollars en 2030. Première conférence sur le pétrole et le gaz au Soudan du Sud. Objectif, attirer les investisseurs. Enfin, le Bénin a repris l'exportation de l'ananas vers l'Europe après 8 mois de suspension pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants. Vous l'aurez compris, en Afrique subsaharienne, la valeur du marché alimentaire urbain pourrait passer de 150 milliards de dollars en 2010 à 300 milliards de dollars d'ici 2030. C'est en tout cas ce que révèle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans l'édition 2017 de son rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Cette croissance annoncée sera portée principalement par l'accroissement de la population urbaine en Afrique. Le continent noir devrait voir le nombre de ses habitants urbains atteindre 770 millions en 2030 contre 470 millions en 2015. Cette tendance sera particulièrement prononcée en Afrique de l'Est, où 26% de la population vit déjà en zone urbaine, et en Afrique de l'Ouest, où cette part est de 45%. Dans cette région, l'Afrique de l'Ouest donc, le Nigeria, qui compte déjà 88 millions de résidents urbains, pourrait compter 160 millions de résidents urbains d'ici 2030 et 350 millions d'ici 2050. Le Soudan du Sud accueille sa première conférence sur le pétrole et le gaz. Objectif, attirer des investissements pour relever les défis énergétiques et infrastructurels auxquels ce jeune pays est confronté. Pour la première fois de l'histoire, le Soudan du Sud accueille une conférence sur le pétrole et le gaz, destinée à attirer des investissements pour relever les défis énergétiques et infrastructurels auxquels le pays se trouve confronté. Cette conférence est une initiative de Africa Oil and Power. La mission d'Africa Oil and Power et de tous les événements que nous organisons est d'offrir une plateforme aux pays et entreprises africains pour raconter leur histoire et faire la lumière sur le potentiel incroyable de ce grand continent. Les industries pétrolières, gazières et énergétiques sont l'épine dorsale de nombreuses économies en Afrique. Notre rôle est de montrer le rôle important que le pétrole et le gaz peuvent jouer pour des économies et des sociétés saines et structurantes. Dans cette optique, le Soudan du Sud entend tirer grand parti de cette conférence. Nous savons que le Sud-Soudan est un pays avec un énorme potentiel dans le secteur de l'énergie et nous chercherons à en faire une réalité, à montrer le rôle réel que nous pouvons jouer en Afrique de l'Est comme lieu d'investissement. Le Soudan du Sud produit actuellement 130 000 barils de pétrole par jour. Le pays entend doubler sa production totale avant la fin de l'année prochaine. Après 8 mois d'autosuspension, le Bénin, quatrième exportateur africain d'ananas, a relancé timidement sa production, une production qui avait été arrêtée pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants. C'est un chant de quelqu'un que je sais qu'on viendra être relais bientôt. L'ananas béninois reprend ainsi vie dans les champs d'Alada, principale ville de la zone de production du sud du Bénin. Après 8 mois de suspension pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants suite aux alertes répétées de l'Union européenne, la production a repris, mais non sans quelques précautions. Nous avions revu le mode de fertilisation. Nous avions revu le taux de téflon qu'il faut appliquer à l'étrelle pour ne pas dépasser la limite maximale de résidus en ce qui concerne les téflons.
Les téflons, un produit chimique destiné à accélérer la coloration de l'ananas avant exportation vers l'Union européenne. Les consommateurs européens ne veulent en effet que des ananas jaunes alors que la variété produite au Bénin reste verte, même à maturité. L'ananas du Bénin peut se consommer vert. Et dans nos habitudes alimentaires, cet ananas est souvent consommé vert. Et lorsqu'il est vert, il est mature. Il va falloir faire de la communication et mettre dans l'habitude alimentaire des consommateurs européens que rajouter un produit chimique n'aurait pas été ce qu'il faut. En attendant que les deux parties accordent leur violon, l'ananas béninois jauni a repris timidement la reconquête de l'Europe. La quantité que nous pouvons exporter vers le marché international, c'est plus de 15 000 tonnes d'ananas par an. Mais aujourd'hui, avec le rythme que nous sommes en train donc de voir se faire, on n'est pas sûr de faire les 4 000 tonnes qu'on a l'habitude de faire. Désormais, 2 produits homologués sont utilisés pour le traitement de l'ananas exporté du Bénin vers l'Europe. Par ailleurs, les exportateurs ont été recensés et formés, tandis que l'État a investi dans du matériel d'analyse à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le Fonds monétaire international, FMI, se montre optimiste sur la croissance mondiale en relevant toutefois sa prévision, mais a exhorté les pays à mettre le cap sur les réformes pour asseoir durablement la reprise face à la persistance de risques multiples. Les dernières perspectives économiques mondiales ont relevé leur estimation de progression du PIB à 3,6% cette année et 3,7% l'an prochain. Dans les deux cas, c'est 0,1% au-dessus de nos précédentes perspectives et bien au-dessus du PIB global pour 2016 de 3,2% qui était le plus bas depuis la crise financière mondiale. Les politiques devraient saisir l'opportunité. La reprise est encore incomplète à d'importants égards et la fenêtre d'action qu'offre le redressement cyclique actuel ne durera pas toujours. De nombreux problèmes mondiaux requièrent une action multilatérale. Les priorités pour une coopération qui bénéficie à tous incluent le renforcement de notre système de trading, l'amélioration de la réglementation financière ainsi que du filet de sécurité financier mondial, la réduction de l'évasion fiscale internationale et la lutte contre la famine et les maladies infectieuses. Il est également crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant qu'elles ne produisent davantage de dommages irréversibles. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Et nous retrouvons ainsi Casimir Kouedio. Bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Hier, nous étions dans la zone UEMOA. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans la zone CEMAC pour parler bien sûr croissance économique avec notamment la Banque des États de l'Afrique centrale qui a indiqué des signes de reprise de la croissance économique de cette zone pour l'année 2017. C'est bien ça Inès, il faut dire que quitter l'UEMOA pour la CEMAC, c'est que nous avons sauté le Nigeria qui est aujourd'hui le moteur au niveau donc de l'Afrique après l'Afrique du Sud qui les deux ont affiché un taux de croissance de 1,1% en ce qui concerne donc l'année 2017. Ces deux pays qui sont sortis au même titre que les 52 autres du continent de la crise qui a secoué le monde à travers donc la chute du brut de pétrole en 2015 et donc l'Afrique est en train de reprendre progressivement son taux de croissance et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la zone CEMAC qui affiche une progression en termes donc de taux de croissance qui séduit de plus en plus donc les partenaires techniques et financiers notamment les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale qui a donc posé sa valise au niveau donc de la zone CEMAC. Je veux parler des 6 pays de la zone CFA en plus donc de la Guinée équatoriale où beaucoup de choses, beaucoup d'efforts ont été consentis en termes donc de relance de l'économie de cette zone-là. Alors, Casimir Kouedio, nous avons constaté que les pays justement de la CEMAC ont été très affectés par la crise que vous évoquiez tantôt. Pourquoi et quelles leçons peut-on tirer de cette situation ?
Alors c'est vrai, Inès, beaucoup de pays ont été affectés, mais principalement les pays de la zone CEMAC. Pourquoi cela? Parce que pour la plupart des pays, ils ont basé leurs économies sur un produit, c'est le brut du pétrole, le brut du moins du pétrole, le seul produit qui donnait jadis donc à la zone la plus-value en termes donc de revenus, en termes de recettes pour les budgets. Et donc lorsque le pétrole a connu donc cette crise-là, ça a affecté tout de suite l'économie. Alors que quand vous prenez la zone UEMOA, par exemple, ou des pays comme la Côte d'Ivoire, aussi pays exportateur, qu'on le veuille ou non, du pétrole, n'a pas vu son économie détériorer parce que l'agriculture, entre-temps... Il y a le cacao qui est là. Merci beaucoup Inès, a donc misé beaucoup plus sur l'agriculture pour reprendre donc le souffle. Et donc, quand vous prenez des pays comme le Cameroun, le Gabon et bien d'autres encore, ce n'est que le pétrole. Enfin, le pétrole est le principal donc, produit moteur donc, des recettes au niveau du pays. Et donc, voilà ce qui a justifié la crise, la sévère crise économique qu'a connue donc la région. Et aujourd'hui, on est en passe de dire, la leçon a été amère, mais les pays ont compris que désormais, il faut diversifier donc l'économie, les sources de revenus. Et beaucoup de choses ont été donc retenues, telles que la relance de l'agriculture des pays comme le Gabon ont pris conscience désormais et ont d'ailleurs mis sur pied un programme appelé Graines qui aujourd'hui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et donc, beaucoup de leçons ont été tirées par ces pays-là, mais aussi par les partenaires techniques et financiers qui comptent désormais diversifier donc les sources de revenus de ces pays-là. Est-ce que nous allons comprendre, Kazmi Pédio, que c'est l'agriculture qui est à la base de la reprise économique annoncée? Pas forcément, Inès. Il faut déjà dire que c'est plutôt le pétrole qui a repris donc, au niveau de la région. Et le pétrole le prix du pétrole a commencé donc par reprendre progressivement et c'est ce qui a redonné encore espoir à ces pays. Sinon que l'agriculture, c'est trop tôt de dire que les réformes agraires aujourd'hui ont commencé par porter le fruit parce que c'est des réformes qu'il faut attendre sur 15 ans, sur 10, 15 ans au moins avant de commencer par donc apprécier. Et il faut également préciser que seule l'agriculture ne saurait donc permettre à cette région de reprendre parce qu'il faut compter beaucoup plus sur la transformation agriculture, donc sur l'agro-business avant de pouvoir avoir un taux de croissance déjà à partir de 5%. Il faut donc industrialiser cette agriculture. Donc l'agriculture seule ne saurait donc donner les embellis que nous avons ici en termes donc de reprise de l'économie au niveau de la région. Kazmi Pédio, la zone CEMAC, c'est aussi des liens économiques très étroits avec le Nigeria que vous avez évoqué à l'entame de cet entretien. Quelles sont les nouvelles options des échanges intra-régions? Selon la Banque mondiale, il va falloir que l'Afrique déjà commence donc par interchanger les produits agricoles. Aujourd'hui, il y a un faible taux de consommation des produits agricoles. La plupart de nos pays se misent beaucoup plus sur l'Europe. Vous avez vu tout à l'heure avec l'ananas au niveau du Bénin. C'est beaucoup plus le marché européen qui intéresse beaucoup plus nos pays parce que là-bas, ça fait beaucoup plus avec donc l'euro. La parité entre l'euro et le franc CFA donne beaucoup plus donc de dividendes à l'assiette que lorsque un pays comme le Bénin ou un pays comme le Sénégal doit interchanger avec le Cameroun. Ça pose un problème. Et donc, pour les fois prochaines, je crois que la Banque mondiale et le FMI ont beaucoup plus conseillé, parce qu'ici il s'agit des recommandations, ont donc conseillé aux pays de la CEMAC de beaucoup plus travailler avec le Nigeria parce que, vous l'avez dit, le Nigeria, c'est quand même environ 200 millions donc, de population à nourrir 3 fois au moins par jour. Et donc, je crois que les pays de la CEMAC ont beaucoup plus un marché potentiel en face de le Nigeria que de viser chaque fois la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon et que sais-je encore. Et donc aujourd'hui, les recommandations étaient dans le sens de la diversification, certes agricole, mais aussi de l'échange interreligion. Merci beaucoup, Casimir Pédio. Ce sera tout pour aujourd'hui. Lundi prochain, on se retrouve certainement avec un autre thème. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bon week-end à vous sur SICA. Au revoir.